une fois, c'est pas moi qui vais faire une chronique, c'est, Eric qui va Ouais. faire, la chronique ce matin sur un Alors, sujet. Oui, vas-y. en précisant que cette chronique, a été de facto écrite à 2 mains. Ouais, tout à fait. Voilà, mais donc Heu, c'est parce que je me suis dit, vu qu'il avait un vécu plus important que moi, dans ce sur cette question-là, c'était, intéressant, de voir sa vision et alors que moi j'aurais une vision plus détachée et que lui il a été dans le cœur du réacteur et cetera donc oui, voilà. oui, j'étais un peu plus impliqué, voilà, donc ce qui me rend pas forcément, du coup toujours objectif, mais à la base, le principe de ce genre de chronique, c'est de prendre un parti pris, un angle qui est forcément subjectif. Heu, bon, Mais et qui du coup Eric, se veut être un peu marrant. si je peux me permettre, l'objectivité n'existe pas. Nous le savons bien, mais globalement, voilà. Le Personne n'est objectif et Oui, la encore plus question, c'est de ceux qui savoir se d'où disent on parle. objectifs. Donc La question, c'est de savoir d'où on parle, effectivement. Ouais, exactement. Bon, alors alors, je vais te mettre en plein commençons le écran et sujet. tu vas attaquer. Comme ça, je me fais Alors, mon café que j'ai pas eu le temps de me faire. c'est fou ça. Heu, voilà, donc effectivement, c'est une chronique qui se veut celle d'un salarié lucide et qu'on a sobrement intitulée «Syndicat, guerre d'ego et théâtre social à la française». Bon, ça va, bon, ce qui est très ambitieux. Alors, depuis plusieurs années, hein, on observe, et parfois de loin et parfois de trop près, le petit monde des syndicats en France. Donc, c'est un monde fascinant. Les slogans sont souvent plus bruyants que les résultats, mais je crois que c'est l'obligation du genre, la loi du genre, où les postures remplacent les actions et où les querelles internes finissent toujours par supplanter l'objet même de la lutte sociale. Parce que bon, bah, oui, voilà, faut être honnête, hein, les syndicats français, c'est un mélange entre une pièce de théâtre de boulevard, un congrès en mode guerre de clans et une nostalgie tenace d'un âge d'or syndical qui n'a peut-être jamais vraiment existé. Alors, je sais que Pedro me dirait: «Oui, mais alors est-ce qu'on peut faire une typologie des différents types de syndiqués et de syndicalistes?» Oui, on peut le faire, il adore les typologies et puis à la limite, c'est un bon angle. Dans toute organisation humaine, il existe des archétypes et donc après quelques années d'observation, on peut sans trop se tromper, identifier plusieurs grandes catégories de syndiqués ou de syndicalistes. Alors, on va commencer, par le plus intéressant. C'est pas forcément, toujours le plus marrant, mais c'est le plus intéressant, c'est le syndiqué de conviction. Alors quand on est syndiqué et qu'on a des convictions, très rapidement, on a vocation à devenir syndicaliste, en soi, c'est-à-dire. Donc ce syndiqué, bah, finit par le devenir parce que pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide et à un moment donné, bah, il faut bien que quelqu'un s'occupe du problème, de la revendication, de la difficulté d'un salarié et cetera. Et donc ce type-là, c'est un type, c'est celui ou celle qu'on respecte, qui est rare, qui est précieux et qui est souvent épuisé. Il c'est celui qui croit encore sincèrement à la défense collective des droits, qui se tape les réunions ennuyeuses, les dossiers juridiques, les recours prud'homaux, pour des collègues qui diront même pas merci. Il connaît le code du travail des fois mieux que le DRH, il tient la baraque, mais il n'a aucune chance d'être élu au bureau national parce qu'il est trop honnête et pas assez tactique. Alors plutôt que le bureau national, j'aurais tendance même à dire au bureau de la confédérale. Voilà. Donc ce syndicat qui est là, bah, il rêve d'un syndicalisme utile, réformiste, ou combatif, hein, mais jamais caricatural. Malheureusement, dans le grand cirque syndical, ils peuvent faire office de figurants de qualité, mais dans une série B qui serait assez mal écrite. Si on était dans une arène de la Rome antique, ce serait, soit le mec qu'on crucifiera pour qu'il serve d'exemple, et là, on n'est pas très loin du mythe de la rédemption du Christ ou des sacrifices des premiers chrétiens, soit le rétiaire. Vous savez, c'est le rétiaire, c'est le type en slip
à qui on file un petit trident et un filet avec des mailles pétées pour affronter des mecs en armure, bouclier et armes, assez solides. Alors quelquefois, il fait des merveilles s'il a avec ce petit outillage, s'il a du savoir-faire, mais statistiquement, il perd souvent en se disant, comme Nelson Mandela, qu'il apprend. Et puis il s'épuise sous l'œil admiratif mais désolé de ses mandants. Miskin, mon délégué syndical, il se bat pour nous. Eh ouais mec, il vous préférait se battre avec vous? Ah oui, mais moi je sais pas faire comme lui, et puis faut que je paye les traites de l'appart. Ouais, il fait pitié tellement il vit pas à force de battre contre des moulins à vent. Eh oui, mais c'est peut-être pour lui plus la vraie vie que de regarder Netflix. Et sa satisfaction, fugacement ou à l'instant suprême, c'est de se dire qu'il a été quelquefois utile à ses collègues. Voilà, le syn alors après on a un deuxième, on a un syndicaliste comme révolutionnaire en mode lot de consolation et pas de consommation. Lui, son kiff, c'est de jouer à Lénine ou Trotsky, mais au XXIe siècle. Alors, d'ailleurs, il maîtrise la phraséologie, il a loupé la prise du palais d'hiver, évidemment. Ses tentatives d'agit-prop pour convaincre les masses populaires de faire la révolution sont heurtées au scepticisme rigolard et au bâillement d'ennui des passants qu'il tente de cramponner dans la rue. Donc, la révolution spartakiste où la prise de pouvoir s'est râpée et puis il faut bouffer. Donc il est allé travailler et là, il se dit que le syndicalisme est un lot de consolation à investir. Il est sentencieux, presque, puritain, pas passionné par l'amélioration de l'ergonomie des postes de travail ou les propositions de sortie du comité d'entreprise, pas forcément expert non plus dans le décodage de la fiche de paye, chose somme toute triviale par rapport à l'enjeu, primordial de la révolution prolétarienne. Il ramène les moindres sujets à nécessiter une grève générale reconductible, comme en 36 et 68. Oui, parce qu'il aime bien aussi, les grandes commémorations d'anciens combattants, même s'il n'a pas connu ces combats-là, ou à des sujets sociétaux dont il est le seul à voir le lien avec la revendication professionnelle initiale. Ce qui le rend trop prévisible et du coup peu suivi. Alors, peu importe, hein, toute révolution a eu ses prophètes prêchant dans le désert. Après, on aurait une autre option qui serait, le syndicaliste carriériste. Alors lui, c'est un grand classique, c'est le militant qui a compris que la vraie planque, c'est pas dans un bureau, mais dans une section syndicale. Donc il a commencé par distribuer les tracts, il s'est vite vu délégué, représentant, membre du bureau, secrétaire général local, et cetera et plus jamais il est retourné bosser et peut-être qu'il est un peu prisonnier du truc aussi parce que, des fois on perd de la technicité et retourner, sur un poste de travail, des fois ça s'avérer très compliqué quand on n'est pas prêt à, quand on a perdu cette technicité justement. Donc il est un peu obligé, quoi qu'il se passe dans l'organisation, ben de suivre le mouvement, qu'il soit d'accord ou pas, parce que de toute façon, il n'y a plus d'autre option. Alors, à force, donc du coup, son objectif, c'était plus de défendre les salariés, mais ça devient de défendre sa propre position et les étudiants en sociologie, politique se sauront qu'effectivement, il y a une loi d'autonomisation des organisations par rapport à leur objet qui, qui finit par s'imposer tout doucement. Alors lui, il siège partout, il participe à tout, il intervient sur rien. Il maîtrise parfaitement l'art du discours creux. Il adore les mots comme rapport de force, revendication et mobilisation, mais il n'a jamais arraché autre chose qu'un sandwich SNCF en négociation. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Alors, derrière son look de révolutionnaire fatigué, il cache un sens politique aiguisé. Il sait qui flatter, qui neutraliser et comment tuer un rival en réunion d'instance en parlant pendant 47 minutes sans rien dire. On va passer maintenant un peu à la catégorie des syndiqués. Alors, le syndiqué totémiste, c'est le cas le plus étrange. C'est celui qui adhère à un syndicat pas par conviction ou stratégie, mais par tradition, par mimétisme, par folklore, parce que dans le service, tout le monde est CGT. Ou FO, enfin vous mettez le style que vous voulez, hein. Ou, chez nous, on vote toujours FO. Il lit jamais les mails du syndicat, mais il vote pour eux à chaque élection. Il participe à rien, mais il se sent vaguement plus, entre guillemets «protégé». Une sorte, d'adhésion affective, tribale, désengagée, mais fidèle.
En fait, c'est l'équivalent syndical du supporter de club de foot. Il hurle avec la meute quand il y a grève, mais il sait vraiment pas pourquoi on fait grève. Après, il y a le syndiqué utilitariste. Alors lui, c'est imprudent et imprévoyant. Il prend sa cotise comme il souscrit à une assurance. Il pense que si un jour il a un souci, un besoin de conseil juridique ou autre, il sera content d'avoir le soutien du syndicat, mais que celui-ci sera d'autant plus fort s'il est adhérent. Dans la fonction publique, l'enjeu utilitariste sera peut-être encore plus fort du fait de l'existence, d'instances paritaires qui se penchent sur les mutations, les tableaux d'avancement, les listes d'aptitudes, sans compter les appels de notation et les sanctions disciplinaires. Ce n'est pas automatique, mais certains, une fois obtenu la mutation ou changement de grade, peuvent avoir tendance à ne pas renouveler leur assurance, alors que d'autres de leurs congénères gardent quand même, et c'est pas mal, la reconnaissance du vent. Alors, on me dirait, oui, mais bon, les syndicats, ça ressemble beaucoup à des clubs rivaux. Et oui, parce que chaque syndicat fonctionne comme une écurie politique. Les congrès syndicaux sont des compétitions internes où on passe plus de temps à se déchirer entre tendances qu'à réfléchir au sort des salariés. Alors, par exemple, à la CGT, on se déteste entre courants, lutte de classe, réformiste, marxiste-léniniste, calvinisme historique, syndicalisme de dialogue, ce qui donne lieu des fois à des scènes dignes d'un mauvais polaire stalinien. Et quand un autre syndicat essaye de monter un dialogue ou une action commune avec la CGT, il faut savoir à qui il s'adresse, quelle est la tendance, quel est son poids réel en interne. Parce que sinon, les actions communes sur lesquelles il était tombé d'accord sont susceptibles de modifications ou de remise en cause inattendue. Bon, FO, issu d'une session de la CGT, on le rappelle, hein, ça reste un assemblage de tribus, d'héritages, de clans familiaux, le tout dans une ambiance de vieux whisky tiède et d'anciens francs-maçons déclassés. Car FO, c'est donc, comme je disais, issu d'une scission de la CGT en 48, c'est surtout monté à l'époque en conglomérat de tout ce qui n'était pas PCF. Les tendants les tenants de la ligne anarcho-syndicaliste du début du XXe siècle, donc qui étaient partisans de l'action directe contre le capital. Et oui, il faut relire la charte d'Amiens, les trotskistes lambertistes et autres obédiences. On rappelle qu'Arlette Laguillet était syndiquée FO aussi, des sociaux-démocrates bontins, des gens de droite, gaullistes ou pas, etc. Ces alliances improbables ont perduré avec le temps, mais avec un brouillage des pistes accentué. Alors, on a maintenant la CFDT, qui se veut maintenant moderne, syndicat de proposition, comme on dit, mais qui fonctionne comme une start-up en reconversion sociale avec ses propres jeux d'influence, ses apparatchiks et ses communicants en gilet pastel. Bon, solidaire, Attends mais juste une seconde. Tu as parlé de la CFDT, je croyais qu'on parlait des syndicats de salariés, pas des syndicats patronaux. ouais, non, là tu exagères un peu. Moi, c'est vrai que c'est un peu faussé comme vision parce que moi, j'ai, le souvenir d'une époque où la CFDT, était un syndicat. On n'aimait pas, mais globalement, quand il y avait des actions, il y avait du monde, il y avait des gros bataillons et heu et puis ça portait aussi, un certain nombre de sujets importants. Ça parlait d'autogestion, ça essayait des fois ça la mettait en œuvre quand ils avaient l'occasion, bon qui était rare, voilà, il y avait quand même un vrai sujet. Ce qui est plus peut-être, Mais on m'a dit moins le cas depuis un moment. Je veux dire, il y a eu que un mais virage. on m'avait dit, Eric, que la CFDT était très présente, dans le milieu du porno et des travailleurs du sexe parce que c'était un syndicat qui se couchait tout le temps. Oh, ouais, facile ça. Ça c'est une blague que tu as chopée, Je viens de l'inventer. En fait, j'avais une autre blague, c'était un syndicat asiatique parce qu'on les appelle les jaunes, mais c'était raciste, donc je l'ai pas faite. Tu vois? oui, alors en fait, oui et justement on peut rappeler une chose, hein, c'est que le mot de jaune, c'est-à-dire les briseurs de grève, hein, d'un syndicat, c'est effectivement à la base un truc raciste. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour briser les grèves, on faisait venir quand il y a une grève qui s'éternisait, on faisait venir des travailleurs anamites qui n'avaient pas, du Vietnam et enfin toute cette zone-là et bah, qui du coup bossaient, faisaient pas chier et donc comme ils étaient, on leur attribuait la couleur jaune à l'époque, par rapport à la pigmentation de la peau et ben, les jaunes, c'est devenu,
qui étaient au départ des asiatiques, c'est devenu le synonyme de n'importe quel briseur de graisse, c'est-à-dire le type qui va bosser pendant que les autres ne travaillent pas. Mais globalement, c'est vrai que la il y avait une assignation de race, au départ, que le patronat avait choisi d'avoir, de faire aussi. Voilà, alors on va passer à une autre catégorie, donc solidaire. Alors, c'est un joyeux mélange d'anarcho-syndicalistes, de poètes révolutionnaires, de zadistes en mission et de nostalgiques de la commune, de trotskistes plus ou moins férus d'une terminologie datée dont les subtilités nécessiteraient un dico que personne de la base n'a envie de consulter, souvent branchés par les thématiques politiques et sociétales plus que par la revendication triviale et concrète, dès lors que ce joyeux mélange est ultra minoritaire dans son champ de syndicalisation. Mais aussi de syndicats plus organisés, plus terre à terre, dès lors qu'ils ont une réelle assise électorale et donc qu'ils doivent répondre à des attentes. Alors, vous me direz, ouais, t'as oublié l'UNSA. Oui, mais personne ne sait vraiment ce qu'ils font, mais bon, ils sont toujours là, dans les grandes mobilisations, souvent échantillonnaires, un peu comme un syndicat fantôme, omniprésent, mais insaisissable. Alors, oui, vous allez me dire, bon, mais ce petit Landerneau, ça vise souvent un congrès permanent. Oui, alors, chaque syndicat peut vivre au rythme de ses motions. On peut trouver la motion A, B, C, la sous-motion A2, l'amendement au paragraphe 3, la contre-motion de synthèse. Et tout ce petit monde s'affronte dans des réunions sans fin où on s'engueule sur des virgules, où on débat pendant 3 heures sur l'emploi du mot mobilisation massive ou grève reconductible. Et attention, il y a une différence subtile entre journée d'action et journée de grève, par exemple. Le résultat, bon, on a du coup plus assez de temps pour les conditions de travail concrètes des salariés, mais on a sauvé l'honneur de la ligne politique interne et de l'affichage externe. Le dogme, c'est important, toujours. Alors, tout étant comme et image de nos jours, on peut se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une tendance au syndicalisme spectacle? Alors, pourquoi? Bon, indépendamment des discours d'estrade lors des congrès ou de fin de manif, on peut se demander des fois, par exemple, pourquoi les militants sur un piquet de grève tiennent absolument à s'asphyxier en cramant des pneus en espérant que les chaînes de télé vont venir les filmer rien que pour ça. Et il faut être honnête, des fois, ils viennent les filmer que pour ça, parce que ça fait des belles images. Le summum est atteint lors des grandes mobilisations générales. Grève générale annoncée, cortège prévu, mégaphone rechargé. Dans la réalité, ça peut être 20 à 30 syndiqués devant la préfecture, 4 banderoles élimées, un type avec un tambour et un discours lu par un permanent au micro grésillant devant des passants pressés de rentrer déjeuner. Bien. Quelquefois pourtant, lors d'un conflit social important, la créativité de la base peut s'exprimer sur des pancartes moqueuses, d'excellents jeux de mots, des caricatures dessinées par l'artiste du groupe, l'orchestre des groupes de profs de musique qui posent des rythmes et arrangements roboratifs sur les slogans, ou qui livrent une version réarrangée inédite de Bella Ciao, ou l'international en version rock, jazz, reggae. La batucada, chaque fois plus professionnelle lorsque le conflit dure, et laquelle prend le relais des manifestants pour qu'ils s'épargnent la voix. Ça fait du bruit et ça attire l'attention. Et ensuite, ben, évidemment, retour au local syndical, débrief autour d'un sandwich triangle, d'un kir et d'un café froid. Mission accomplie, ou pas. Donc, je te vois venir, Pedro, je sais que tu vas me le dire. Donc, en conclusion, est-ce que le syndicalisme français est un théâtre plus qu'un combat? Bah, en fait, le syndicalisme français, il est ni plus ni moins qu'à l'image du pays. Il est théâtral, codifié, divisé, fier de ses traditions, mais souvent inefficace dans l'action concrète, notamment du fait que la base n'est pas toujours prête à se battre et préfère que d'autres le fassent à sa place. Le soulèvement armé se transforme donc souvent en un inégal combat de gladiateurs et je ne peux pas m'empêcher de penser à cette scène du film 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ où Coluche joue le rôle de Baigneur Marcel, qui vient râler avec, tout le monde derrière et la légion romaine avance un petit peu, face à lui. Tous ses potes, reculent, voire s'escampent et puis il continue à gueuler. On te dit: «Mais arrête, tu es tout seul». Voilà et ça résume aussi beaucoup comment se passe ce temps de négociation. Les vrais défenseurs des salariés, en fait, ils existent, hein, mais ils sont souvent mais pas toujours,
non plus, noyé dans un océan d'intrigues, de carriérisme, de positionnement de communication souvent foireux, d'ego hypertrophié ou de guerre interne absurde. Et parfois, en regardant cette scène depuis le fond de l'open space ou de l'atelier, on se dit que le vrai progrès social, ça serait peut-être de commencer par syndiquer les syndicats eux-mêmes, et ce n'est peut-être pas qu'un débat théorique ou une pirouette qui se voudrait spirituelle. Voilà, j'en ai fini. C'était long, mais c'était inspirant comme sujet et bon voilà, je dis ça avec beaucoup de voilà, avec, quand même une certaine moquerie parce que bon, ça fait partie du ça faisait partie du jeu et aussi une certaine tendresse pour un certain nombre de gens que j'ai pu croiser de différentes structures d'ailleurs. Heu, Chacun Alors avec leur côté marrant, mais aussi avec leur côté qui prêtait des fois un peu à sourire. regarde qui est venu nous dire bonjour là. Diable! Bonjour à Alors, tous. bonjour, vous avez vu, on a des squatteurs maintenant de matinale. C'est fou ça, hein? Et moi j'ai une question parce que tu as parlé du fait qu'on brûlait des pneus. Est-ce que tu penses que justement le fait qu'il y ait moins de piquets de grève, c'est pour ça qu'on a plus d'industrie de pneus en France, tu vois? Parce que peut-être c'était ça en fait, on arrivait à écouler vachement de pneus parce que les mecs en faisaient brûler devant les usines. Maintenant qu'ils en Ah font bah, plus brûler devant les usines, bah, ah si, si, si. Si, tu ça vois? continue. Alors le pneu, il y a la version palette aussi. Ouais, mais le pneu il est plus made in France, tu vois? C'est du pneu Ouais, chinois ou ouais. c'est du pneu coréen. Avec Tu la vois? palette, C'est plus la même ça chose. fait du Il a ouais, plus mais la cette palette, ça fait odeur, du bon tu bois, vois? tu fais griller une merguez, quand tu te fais chier sur le piquet de grève, bah, il faut s'occuper, donc tu bouffes. Ouais, tu vois? C'est plus le pneu du terroir qui a cette petite odeur de révolution, tu vois? De Oui, non, 36 mais populaire. non, mais, alors après, pour être tout à fait honnête, je me rappelle, moi, j'avais participé en 89 à, je crois, la plus grande grève qu'il y ait eu, en durée de la fonction publique, peut-être du mouvement syndical français. Ça s'était étalé sur plusieurs mois. C'était la grève des agents des finances et en fait, le problème, c'est que les journalistes nous avaient dit, alors c'était FR3, Melun, je crois, à l'époque, qui disaient: «Non, mais vous comprenez, on ne peut pas venir parler de vous parce que, c'est pas de l'information de premier degré. L'information de premier degré, il faut qu'on ait» bah, en gros, il fallait qu'on ait des images. Il fallait qu'il y ait, comment dire? Il fallait qu'il y ait quelque chose à voir. Il fallait faire un joli film et en gros, le collègue, avait dit: «Mais alors, en gros, si on va cramer la bagnole du préfet, là, du coup, c'est l'information de premier degré». Et le mec a dit: «Bah oui». Ce qui en dit long aussi sur, peut-être aussi qui explicite aussi peut-être certains reportages en banlieue. On a connu le cas de gens, bah, qui payaient des gens pour aller faire, un petit peu d'animation pour qu'ils fassent 3 images, qui parlent, qui puissent passer sur certaines chaînes plus ou moins Mmh. sensationnalistes. Et voilà, c'est aussi une des problématiques, que peut avoir le syndicalisme. Parler juste des problèmes ou de la revendication, même si c'est très important, ben, ça fait pas vendre, il faut faire des images aussi. Alors, pour info, ce que tu dis résonne beaucoup dans ma tête parce que quand j'étais, collégien, donc j'étais dans un collège à Sceaux, donc un collège, La Canale, bien sous tout rapport et il y a Jean-Marie Cavana, je sais plus si vous vous souvenez, qui avait été patron après de France Télévisions, qui Mmh. allait à l'époque, je crois, s'occupait d'envoyé spécial et était venu faire un comment ça s'appelle? Un reportage sur les collèges et les journalistes sont venus nous voir avec mes copains, ils nous ont dit: «Est-ce que vous pourriez faire une baston générale dans la cour? On vous file des M&M's». Et à l'époque, nous on a dit: «Bah non, pourquoi?» Et en fait, il y en a qui ont pris et donc à la fin, dans le reportage, ils disaient: «Malgré ces établissements d'élite, la violence est toujours présente» et donc en fait, ils avaient réussi. Il y en a 3 qui se sont foutus sur la gueule pour des M&M's. Parce que sinon, ça faisait des images que de mecs qui étaient dans la cour tranquilles, tu vois? Et donc c'était pas bon pour le narratif. Et donc je m'en Et oui, souviens et non, ça m'avait marqué exactement. parce que c'était la première fois que j'ai été confronté à cette falsification de l'information. Ouais, De tout donc à fait. Non, mais c'est-à-dire qu'on est, dans le truc, il faut que voilà, il faut faire de l'information, scandale. Il faut faire, des images, il faut qu'il y ait de l'action et donc du coup, bah, ça contraint beaucoup, comme la médiatisation d'un conflit est aussi un moyen de le faire avancer.
Et ben, du coup, il y a cette tentation permanente et cette sollicitation quelquefois.